Hello les amis, nous sommes le mardi 9 juin 2020. Alors de temps en temps, il y en a qui font des cocoricots, hein, comme par exemple ici, BFM, vous voyez, 8-6, 17h46. Le New York Times félicite Macron pour sa gestion du coronavirus et tacle l'ingratitude des Français. Ah bah dis donc, s'il y a des chaînes qui sont aux ordres, franchement, celle-là, elle pourra y être. Donc ça c'est vrai ça, ils ont été bons les Français, bon, on va voir. Ici une étude est sortie du Deep Knowledge Group. C'est un groupe de différents scientifiques de différents pays. Et voilà, il a fait un rapport des risques dans le traitement de la pandémie dans différents pays. Alors, je vais vous dire un truc, hein, les pays qui sont bien notés disent bravo, merci, chapeau. Les pays qui sont mal notés disent ouais, mais non, c'est truqué, c'est truc, c'est assez drôle. Hein. Bah, évidemment, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Hein. Donc ici, un petit... Je vous laisse dans le dossier parce qu'il est très complet, hein, c'est sur une centaine de pages, je crois. Je vous ai évidemment pas tout mis. Mais là, par exemple, sur le ranking, donc le classement pour la région Europe, Cocorico la France, non, 32e. Oula, 32e, mais qu'est-ce qui se passe hein, en sachant que derrière nous, il y a évidemment Andorre, Saint-Marin, Gibraltar, Belgique, Albanie, et on verra la Suède, mais on verra qu'il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte, on le verra un petit peu plus tard. Ici, c'est quand même, quand on compare quelque chose dans le monde, on ne peut pas comparer l'efficacité du traitement d'une pandémie si on est au Sud-Soudan ou dans un pays en guerre par rapport à la France quand même. Donc là quand même c'est un tableau qui résume quand même l'accès aux installations sanitaires de base. Donc on voit qu'en Europe, en global, il y a 96,67% de la population qui arrive à avoir accès rapidement à l'hôpital, 99,93 aux États-Unis. Par contre, on voit que dans le sud de l'Afrique, on n'est que à 35,14. Donc faut faire attention. Donc vous voyez, pour ça, c'est assez bien fait. Ensuite, il y a aussi, par exemple, ça c'est marrant ce tableau, c'est la prévalence des diabètes. Et on s'aperçoit qu'il y a des différences quand même assez notables. Vous voyez, ça va de 22,1% de la population dans les pays à orange foncé à 1,8 en vert. Là, on va se souvenir quand même de l'étude du Lancet où tous ces pays étaient à peu près kiff-kiff par rapport au diabète. Rien que cet item-là aurait dû mettre à la poubelle cette étude du Lancet immédiatement. Les troubles endocriniens, pareil, il y a des différences assez notables. Quasiment pas de troubles endocriniens en Russie, beaucoup plus, par exemple, aux États-Unis, en Australie, en France. Là aussi, étude du Lancet, troubles endocriniens, tous les mêmes. Ouais. Ensuite, nous avons l'incidence de la tuberculose. Évidemment, dans des pays qui sont touchés par la tuberculose, si on rajoute le Covid, ça n'a pas du tout le même impact qu'un pays où il n'y a quasiment pas de tuberculose. Ça, c'est vraiment super bien fait, franchement, je vous conseille. L'obésité, on a vu que ce Covid, plus les gens étaient obèses, plus ils étaient touchés par le Covid. Ben voilà, là aussi, hein, étude du Lancet, ils étaient tous obèses. Hein. Donc on voit qu'il y a des pays, l'Inde, pas du tout touchés par l'obésité, des pays d'Afrique aussi, et d'autres pays qui sont beaucoup plus touchés par l'obésité. Donc vous voyez, c'est assez bien fait. Ensuite, il y a encore une autre affaire, c'est le nombre de lits d'hôpital pour 1000 personnes. Et on voit que les meilleurs, c'est les États-Unis, 6,57, la Russie, 6,05, pour 1000 personnes, hein, je rappelle. Hein, par rapport à, effectivement, là encore, hein, l'Afrique du Sud, 1,28. Là aussi, ça a une incidence, évidemment, pour savoir. Le nombre de médecins pour 1000 habitants, là, on voit que la France, que l'Europe est assez bien pourvue, c'est même les meilleurs, 3,39. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à analyser? Il nous reste à analyser l'indice d'accès de qualité des soins de santé, hein, parce que c'est bien d'avoir accès à un hôpital, mais s'il n'y a rien dedans, s'il n'y a rien du tout, là on voit quand même qu'aussi que l'Europe, c'est juste en dessous des États-Unis, 88,8 et 87,29, mais très bien placé. Donc effectivement, on s'attend à ce que la France soit très bien positionnée partout. Efficacité, cette fois-ci, du gouvernement. Là, il faut attendre la 72e place pour trouver la France. 72e. On est devant l'Azerbaïdjan, c'est pas mal. Ensuite,
Ça, c'est l'efficacité... Non, la surveillance et la détection, pardon. La surveillance et la détection. Euh, Là, on est 90e. Surveillance et détection. Ça, je l'ai assez dit dans mes émissions depuis 2 mois. On voit que les pays qui sont en tête, hein, la Sud-Corée, 7e, je vous en ai souvent parlé. Pourquoi elle est que 7e, elle n'est pas première? Bah, parce qu'elle a été touchée tout de suite par le Covid, juste après la Chine, quoi. Je vous rappelle, la Corée du Sud, 7500 cas. Nous, on n'était pas encore confinés. On verra un peu plus loin. Ensuite, vous avez ici la préparation aux soins de santé. Là, la France remonte, 43e. C'est pas quand même terrible hein, pour un cocorico. Hein. Ici, vous avez la résilience régionale, 70e pour la France. Ici, nous avons donc, eh ben, on tombe au ranking complet de 200 pays, régions dans le monde. Et donc, ben, c'est nos amis suisses qui sont les meilleurs, suivis de nos amis allemands, suivis d'Israël, Singapour, Japon, Autriche, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, République de Corée du Sud, bien qu'elle ait été touchée la première, les Émirats Arabes Unis, le Canada, Hong Kong, Norvège, Danemark. Mais diantre, où est la France, qui est supposée être la meilleure? Ben, il faut descendre au 60e rang. 60e rang. Pour trouver la France. Et bon, ben après, évidemment, hein, 60e, pas de cocorico. Hein, vous avez des pays comme l'Irak, la Tanzanie, l'Afghanistan, la Mauritanie, le Malawi, le Burundi, qui sont évidemment n'avaient aucune chance d'être devant la France. Puis vous avez un tableau assez synthétique comme ça, qui le calcul des points s'est fait sur la somme entre l'efficacité ou pas de la quarantaine. Hein. Il y a des pays qui n'ont pas fait de quarantaine, efficacité du gouvernement, suivi, détection, préparation du système de santé, résilience régionale, préparation, situation d'urgence, et ça donne un score total. Évidemment, ça va pas plaire aux Français, ça. Hein. Mais bon, après, si ça plaît pas, parce qu'on se dit ah ben non, je suis pas d'accord, eh ben, analysons les chiffres bruts. Analysons les chiffres bruts. C'est beaucoup plus simple. Les chiffres bruts, ceux-là, personne ne peut les truquer. Donc ici, vous avez sur Worldmeters, vous avez par exemple aux États-Unis, à hier, hein, c'est des données à hier. J'ai rempli juste, j'ai fait un copier-coller dans un tableau Excel. Alors on va étudier la létalité. La létalité, parce que ça, c'est le seul indice qui est fiable. Je vous prends un pays, parce que dans Worldmeters coronavirus, il donne la mortalité par million d'habitants. Donc vous prenez un pays de, on va faire simple, 1 million d'habitants. Il y a eu 10 morts. Donc ça fait 10 morts par 1 million d'habitants. Vous dites, bah, il est bien ce pays. Ouais, ça dépend. S'il a eu 1 million de cas, 1 million de cas positifs, et il a fait 10 morts, là, c'est extraordinaire. Par contre, s'il a eu 10 cas, même s'il fait qu'1 million d'habitants, il a eu 10 morts, là, ça veut dire heureusement, il a eu la chance d'avoir que 10 cas. Il ne fallait pas qu'il y en ait 100, parce qu'il y aurait eu 100 morts. Il ne fallait pas qu'il y en ait 1000, parce qu'il y aurait eu 1000 morts. Il ne fallait pas qu'il y en ait 1 million, parce que tout le pays était mort. Donc ça s'appelle, c'est plus la mortalité, c'est la létalité. Donc, par exemple, on prend les USA, il y a hier, c'est des chiffres d'hier, 2 26 493 cas. Nombre de morts, 113 055. Donc on peut calculer la létalité, elle est de 5,58. C'est-à-dire que c'est 5,58% des personnes qui ont été déclarées positives qui sont mortes. Canada, 8,14. Iran, 4,81. Japon, 5,33. Corée du Sud, 2,31. Premier touché. Ils ont eu combien là? Hier, 11 814 cas. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils avaient débuté, ils étaient arrivés à 7 500 cas quand nous, on commençait à confiner. Ils sont à peine montés à 11 814. Pourquoi ils ont à peine monté à 11 814? Parce qu'ils ont testé, isolé, traité. Testé, isolé, traité. C'est aussi simple que ça. Enfin, pour eux, ça a été aussi simple que ça, parce que les résultats sont là. Ils ont eu 273 morts. D'accord? Donc même s'ils ont été pris de surprise, ils n'ont eu que 273 morts. Corée du Sud. Parce que chez nous, on faisait pas ça. On faisait quoi? Allô, oui? Ah, je me sens mal. Ah ouais, restez chez vous. Restez chez vous, prenez du Doliprane. Ben, chez vous, il est peut-être célibataire, il vit peut-être dans une famille de 7, donc il contamine tout le monde. Et ces personnes vont contaminer ainsi de suite. Ça s'est pas passé comme ça. Au Brésil, une létalité de 5,25. Nos amis algériens, 6,97. Nos amis marocains, 2,51. Sénégal, 1,11. Là, on rentre dans les pays à la chloroquine dure. Hein.
Côte d'Ivoire 0,72, Mali 5,95, Madagascar 0,82, Tunisie 4,51, Burkina Faso 7,87, Australie 1,40. Ah, d'accord, et chez nous, bah, la Russie 1,25, Espagne 9,40, Grande-Bretagne 14,13, oh punaise, ça monte là. Italie 14,44, Allemagne 4,72, France 18,94, Belgique 16,19. Et là, on s'aperçoit que en Belgique, s'il y a le taux de mortalité le plus élevé par rapport aux habitants, en létalité, il y en a moins qu'en France. Hollande, 12,60. Suède, tant décriée par tous les médias qui lui ont promis une catastrophe sanitaire, 10,40. Portugal, 4,26. Suisse, 6,21. Pologne, 4,29. Autriche, 3,96. Danemark, 4,96. Norvège, 2,79. Donc en fait, et vous pouvez faire tous les pays comme ça, hein, il suffit de prendre la colonne du nombre de cas par rapport au nombre de morts. C'est la France qui est la plus mauvaise au niveau mondial. Bon, elle n'était pas bien fameuse dans les autres, dans les autres, dans les autres indices qu'on a vus, donc je vois pas très bien pourquoi. On se gargarise et je vois pas très bien pourquoi le New York Times se permet d'écrire, de faire de genre de titre, et surtout que ce soit relayé par la presse. Donc je vous montre souvent, hein, ici je vous montrais au 24 mai, hein, vous voyez, sur la létalité, la France était déjà largement en tête. Hein. Mais il ne faut pas en parler en France, hein, parce qu'évidemment ça gêne un petit peu beaucoup de monde. Vous avez été de nombreux médecins à m'écrire ce matin, énormément. Vous m'avez envoyé cet email que vous avez reçu par Jérôme Salomon, qui dit que le Haut Conseil de la Santé publique recommande de manière générale qu'aucune antibiothérapie ne soit prescrite chez un patient présentant des symptômes rattachés à un Covid-19 confirmé. Ils sont très scandalisés. On ne sait pas ce qui se passe dans ce pays. C'est assez fou. Je ne sais pas. D'un côté, d'un autre côté, si on entend Delfrécy, président du conseil scientifique, qui dit laissons les gens vivre. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, appelle l'exécutif à changer de stratégie. Donc ça, c'était dans le journal du dimanche, comme son nom l'indique, dimanche. Et le lundi, Olivier Véran dit non, il faut qu'on continue. Alors je comprends pas, moi, quand le Haut Conseil scientifique dit que l'étude du Lancet, elle est bonne parce qu'ils l'ont pas lue. Véran s'empresse de suivre le Haut Conseil scientifique en disant ben moi je suis le Haut Conseil scientifique, mais quand d'autres scientifiques faisant partie du Haut Conseil scientifique disent que il faudrait quand même arrêter les mesures là, à l'école, les masques, toutes les bêtises que l'on voit hallucinantes. Ici je peux transmettre le corona, là je peux pas le transmettre. Là on l'écoute pas. Donc on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, on voit toujours, je reçois des emails comme ça, hello Sylvano, je t'envoie un petit email pour te faire part de cette petite vidéo d'une minute du magazine Le Point. Hier, mon enfant qui est au collège me fait part que les profs sont à nouveau dans la parano complète sur ce virus, et ce plus que les jours d'avant. Ma femme me demande alors s'il n'y a pas eu une info quelconque alimentant à nouveau un peu plus la peur. Je regarde rapidement sur Google le fil d'actualité Covid, et je tombe en tête de liste sur cette vidéo absolument délirante du Point sur une probable deuxième vague en Israël. Et oui, mais vous en avez eu combien des alertes comme ça? Si on va sur Israël à hier, eh ben regardez, il y a eu 169 cas, quoi. Ils en sont à 298 morts. Donc en fait, si on devait calculer le ratio, le fameux ratio là, de létalité, nous avons 298 divisé par le nombre total de cas, 18,032, égale ce qui nous donne du 1,6% en Israël. Donc, je ne vois pas où elle est cette deuxième vague, mais ça, ils l'ont déjà fait pour la Suède. Les jours précédents, il y avait les chiffres de la Suède qui montaient au niveau cas positif. C'était fini, quoi. C'était reparti. Ils l'ont fait pour l'Afrique, ils l'ont fait pour l'Océanie. C'est les médias de la peur. Ils vendent la peur. Ils vendent de la peur. Il faut le savoir, ça. Regardez CNews. Pourquoi le coronavirus ne recule-t-il pas aux États-Unis comme en Europe? Ouais, il ne recule pas aux États-Unis comme en Europe. Là aussi, c'est un média de la peur. Pourtant, aux US, je vous avais montré les courbes. Les fameuses courbes, elles sont bien en cloche. Elles sont bien en cloche. Et ça recule très bien. D'ailleurs, on le voit, il y a un indice qui n'est absolument pas perturbant, c'est la bourse. C'est le record du Nasdaq, c'est le record
Si ça reculerait pas, aujourd'hui, il faut bien comprendre, vous êtes dans un schéma de la peur qui veulent entretenir. Entretenir. Regardez ça. Coronavirus, selon l'OMS, la situation s'aggrave dans le monde. Oh là là. L'Organisation mondiale de la santé a dénombré 136 000 nouveaux cas dimanche, un record. Alors que la pandémie se propage en Amérique latine et en Asie du Sud, elle met en garde contre le laisser-aller en Europe. Oh là là, ah bah oui, ils sont payés pour ça. Bah on va observer ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah l'Europe, il y a eu combien de nouveaux cas hier? 14 468, 419, 417 morts. Amérique du Nord, 24 856, 848 morts. Asie, 31 253. Alors l'Asie, c'est surtout l'Inde, 8 442. Amérique du Sud, 29 806. Afrique, 6 872. Océanie, 5. Donc le total, hier, était de 107 260 cas. Et là, il disait au coco, il y en avait 136 000. On va un petit peu relativiser. Donc hier, il y a eu 107 260 nouveaux cas testés, hein, 3 157 morts. Hein. Sauf qu'hier, il y a 161 612 personnes qui sont mortes. Hier, dans le monde. Pas que du Covid. Hein. Donc le Covid représente, vous voyez, 1,9%. Et si on prend les totals de morts du Covid, c'est 409 104. Ouais. Sauf que depuis le début de l'année, il y a eu 25 858 465 personnes qui sont mortes. Donc là, le Covid représente 1,58%. Donc il faut aussi un petit peu relativiser les chiffres. Hein. C'est comme ça, ils transmettent de fausses infos. Il suffit qu'en ce moment, vous savez, comme c'est il n'y a plus rien dans les hôpitaux, il n'y a plus d'alerte, hein, les médecins généralistes s'ennuient, ils voient plus de cas de Covid. Donc ils sont pas là à envoyer des chiffres tous les soirs, stressés, samedi, dimanche inclus. C'est bon, ça fait 2 mois qu'ils font ça. Donc, de temps en temps, ils font des pauses. On voit ici qu'en France, hein, il peut y avoir des pics. Tout d'un coup, tiens, pouf, 1500 cas, 3500 l'autre jour, l'autre soir. Ils l'ont expliqué. Oui, ils avaient fait une rectification, puis un rectificatif, et puis ensuite le lendemain, il y avait moins. Mais ils veulent entretenir le virus de la peur. L'OMS, de toute façon, de tout ce qu'elle a dit depuis le début, tout ce qu'elle a dit est faux. Est faux. Mais aujourd'hui, j'aurais tendance quand même à l'écouter parce qu'elle a dit quelque chose ce lundi 8 juin, que les asymptomatiques transmettraient rarement le virus. Le docteur Maria Van Kerkhove, épidémiologiste américaine des maladies infectieuses, a fait cette précision lors d'un point presse de l'institution. Il semble toujours rare qu'une personne asymptomatique transmette le virus, a-t-elle dit. Alors évidemment, c'est un problème parce que le docteur Mark Siegel, consultant Fox News, dresse le bilan que le confinement était basé uniquement sur ce fait. Celui que tout le monde peut transmettre sans le savoir, avec la terreur que cela a engendré. Comment a-t-on pu détruire une économie et interdire aux personnes de se soigner et pas seulement leurs dents, il cite les dents, parce que c'est vrai, on ne pouvait pas aller chez le dentiste, tout ce genre de choses, mais aussi leur cancer et d'autres maladies graves provoquer de lourds troubles psychologiques à cause du confinement. Je vous avais dit, hein. Beaucoup de suicides, énormément de suicides. Toutes ces recommandations totalement extrêmes n'auraient pas dû être prises quand on voit le désastre dans lequel le monde s'est plongé, alors que l'on sait pertinemment que le risque le plus élevé est quand vous restez chez vous avec votre entourage, pas du tout quand vous vous promenez dans la rue. Bah oui, plein de bon sens, plein de bon sens. Hein. Et ça, je voulais aussi vous dire par rapport à l'étude tout à l'heure, il manque quelque chose. C'est parce que c'est facile de calculer hein, les cas positifs, c'est facile de calculer les morts du Covid. Il y a une chose qui est beaucoup plus difficile à calculer, même si on y arrive, c'est les morts indirectes du Covid. Les personnes qui n'ont pas été soignées. Donc on l'a vu déjà pour les crises cardiaques, en Italie c'est x3. Hein. Ça, c'est juste parce qu'on n'avait pas accès aux soins. x3 en Italie, x2 en France. À mon avis, c'est plus proche des x3 italiens que les x2. C'est 10 000 morts, hein, les crises cardiaques, c'est 10 000 morts sur la période de pandémie. Hein. Crise cardiaque, c'est énorme. Les cancers qui n'ont pas été soignés, toutes ces maladies, plus le stress, un stress énorme chez beaucoup de gens, sans compter les pertes d'emploi monstrueuses, le chômage. Je vous mets un article, là, par exemple, aux États-Unis. Le lockdown, c'est-à-dire le confinement à New York, coûte, rien qu'à New York, les villes de New York, hein, coûte 173 millions par jour. Est-ce que cela en vaut la peine? Regardez encore ces news. Les mesures de confinement ont évité 3 millions de morts dans 11 pays européens. On vient de montrer à longueur d'émission que les pays qui n'ont pas confiné, c'est ceux qui ont moins de morts. On vient encore de le voir là. Et eux, ils disent que ça a évité 3 millions. Ils se basent sur quoi? Sur une étude réalisée par l'Imperial College de Londres, dont les scientifiques conseillent le gouvernement.
Ça aussi, je vous en ai parlé dans mes émissions, c'est l'Imperial College de Londres qui avait avec sa tête le type qui a été viré maintenant, qui a fait tout faux, quoi, hein, qui avait dit qu'il allait avoir 2 millions de morts par-ci, 10 millions de morts par-là, et CNews revient avec ça. Donc vous voyez que la presse, il faut absolument plus, mis à part François, Sud Radio, la lire parce que c'est des menteurs. C'est des menteurs. En Italie, ben voilà, qui sont les nouveaux cas de Corona, parce que vous voyez qu'il y a quand même chaque jour 200, 300 cas positifs, hein. Donc ils se sont intéressés à qui c'était. Ben voilà, il y a donc à l'hôpital San Martino à Gênes, il n'y a pratiquement pas eu de nouveaux cas depuis 10 jours. Nous avions un cluster dans une petite endroit où nous avons hospitalisé dans une RSA, c'est dans une maison de retraite. Nous avons hospitalisé 5 grands-mères qui sont déjà toutes parties. Il y a des sujets qui arrivent avec des symptômes respiratoires qui restent juste quelques jours. Je peux vous dire que sur une trentaine de sujets au cours des 15 derniers jours, aucun n'était Covid. Matteo Bassetti, chef de la clinique des maladies infectieuses, l'a expliqué. Et à Milan, ça ne diffère pas beaucoup de Gênes. Ici aussi, Alberto Zangrillo, directeur des soins intensifs de l'hôpital San Raffaele de Milan, je vous en ai déjà parlé 3 fois, a souligné que personne n'avait été admis aux soins intensifs depuis le 16 avril. 16 avril. On est le 9 juin. Donc, comme je vous l'explique à longueur d'émission, mais je continuerai, hein. Il y a encore des cas de Covid, mais ils donnent aucune. Il n'y a plus d'hospitalisation, il n'y a plus de réanimation, c'est plus rien. Le virus faiblit. En Italie, ils sont aussi choqués, je vous l'avais déjà dit. Chez nous, on a l'hydroxychloroquine. Là-bas, ils avaient aussi trouvé une thérapie contre le Covid à base de cortisone, qui marche assez bien aussi. Mais le ministre n'a pas répondu. Les mêmes phénomènes sont partout. Les mêmes phénomènes sont partout. Un cas encore de Big Pharma assez fantastique, c'est que, regardez ça, un article de The Pharmaceutical Journal qui est je sais pas moi, peut-être le 50e à dire que il n'y a aucune amélioration avec le Remdesivir, ce fabuleux produit à 800 $ le flacon. Ah, sauf que, tout d'un coup, regardez, l'Agence européenne du médicament évalue l'autorisation de l'antiviral Remdesivir pour le mettre sur le marché. À la Commission européenne, ils ont des sacrés lobbies, hein, ils ont des sacrés lobbies. Allez, un petit truc pour vous faire rire à la fin. Les gants, les fameux gants. Bah, là aussi, je vous mettrai un article alarme sur les gants, quoi. Ne les utilisez pas, même pas au supermarché. Il dit que dans l'article, ils expliquent que c'est pire que tout. Je vous rappelle que le virus, il vit très bien sur le plastique, hein. Alors, moi, quand je vois dans les magasins, plastique, 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 c'est tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire. Après, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les toubibs, c'est ceux qui prennent le soin, au lieu de décider des choses et de les appliquer, ils étudient, quoi, hein. Ce que je vous dis, c'est des études. Et puis allez, pour faire plaisir, la Russie veut éliminer le Covid avec les rayons ultraviolets. Eh ouais, mais pas seulement, vous savez, sur les surfaces. Je mets la traduction franco-italienne. Utiliser un traitement anti-Covid à base d'ultraviolets pour désinfecter le corps des patients infectés de l'intérieur. C'est la dernière idée sur laquelle les scientifiques russes travaillent, comme Andrei Goverdovsky de l'agence d'État nucléaire Rosatom a déclaré à Country Rosatom, le bulletin d'information de la même agence. Selon Newsweek, en attendant un médicament ou un vaccin, les physiciens de l'Institut de physique et d'ingénierie énergétique travaillent à développer une méthode valide pour lutter contre le SARS-CoV-2, qui est un gaz lumineux. De quoi s'agit-il? Jusqu'à présent, personne n'a été en mesure de freiner la désinfection UV chez une personne. Nous savons comment procéder. Je ne suis pas sûr que ce soit bien traduit. Nous sélectionnons des molécules et des composants gazeux qui, une fois inhalés, restent activés et émettent de la lumière ultraviolette directement dans les poumons. Nous espérons qu'en plus du coronavirus, notre méthode pourra également être utilisée pour traiter d'autres maladies, comme la tuberculose. Et là, le petit sourire, il y a quelques mois, lors d'une conférence de presse, Donald Trump avait fait des commentaires controversés concernant les thérapies possibles à utiliser pour traiter le coronavirus. Lors de la conférence de presse du 23 avril, Trump avait avancé l'idée de s'appuyer sur la lumière UV, car certains tests de laboratoire avaient montré que les rayons ultraviolets étaient réellement capables de tuer le virus. Les propos du président américain ont été condamnés par les scientifiques qui n'y connaissent rien et qui ne se sont jamais intéressés à ce sujet, les médias et les professionnels de la santé. Pourtant, le concept sous-jacent est actuellement étudié par des scientifiques, y compris à Los Angeles, par la société pharmaceutique I2 Bioscience. Et donc, aujourd'hui, l'hypothèse d'un traitement du nouveau coronavirus par la lumière ultraviolette est à l'étude par les scientifiques russes. En plus,
d'avoir été mise en avant en public par Trump. Une telle idée était née et concrétisée par des experts chinois, comme le montre une vidéo du gouvernement chinois à la mi-mars, qui avait développé une technologie basée sur des LED ultraviolettes capables d'assainir les transports publics. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettaient ces LED au milieu d'un bus, ça diffusait, le bus il était nettoyé, quoi. Le processus de désinfection UV a été considéré comme le plus rapide et le plus efficace. Voilà. Ce qui est 99, il tue 99,9% des virus à la surface de là où ils sont irradiés. Et pendant ce temps-là, nous, on interdisait les plages, mais on autorisait à rester confiné chez soi, et ensuite aller faire des courses dans les hypermarchés, qui est l'endroit au monde où il y a le plus de virus. Mais les plages, non, non, non. Ensuite, j'ai vu les plages actives où on avait le droit de marcher, courir, mais on n'avait pas le droit de rester au soleil. Franchement, c'est là que vous apercevez que tout est biaisé. Tout ce qu'ils ont fait est faux. Tout ce qu'ils ont fait est faux. Le livre du professeur Christian Perron qui arrive le 17 juin, c'est y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Dans cette gamme d'erreurs qu'ils n'ont pas commises, il y en a une qui commence à devenir quand même assez problématique. Je vous rappelle quand même que Olivier Véran et Édouard Philippe avaient signé un arrêté en mars qui empêchait les patients des EHPAD de rejoindre l'hôpital. Ensuite, on a autorisé aux généralistes le Rivotril pour achever les souffrances. Donc aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont voulu rendre visite à leurs parents dans les EHPAD. Et donc c'est des conditions inhumaines, quoi, à travers des films plastiques, on ne peut pas les embrasser, on ne peut rien faire. Et un article, je vous mets là, déconfinement, je suis écœuré, l'incompréhension d'une directrice d'EHPAD face à des directives contradictoires. Donc maintenant ça suffit, quoi, ce gouvernement fait n'importe quoi. Fait n'importe quoi pour continuer le virus de la peur par les médias de la peur. On voit qu'ils sont bien aidés. Boycotter ces médias de la peur, diffuser, partager, hein, c'est très important de continuer d'éveiller les gens, parce qu'ils nous mènent vraiment à la catastrophe. Voilà, je vous dis à demain. Bye bye, bisous.